Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de French Morning avec KPMG et avec Georges Gans. Georges, merci beaucoup d'être là. Alors, on s'était vu il y a quelques mois, au printemps, un peu pour le même sujet. Depuis, pas forcément énormément de choses qui ont avancé. Finalement, il y a eu énormément de discussions, mais on en sait quand même un peu plus. On s'approche du moment où on aura quelque chose ou rien du tout, mais on approche évidemment de la deadline de ce point de vue-là. Donc, on va parler de tout ça, de ce qui nous attend éventuellement, de ce qui attend les entreprises aussi en termes fiscaux, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse pendant cette conférence. Mais on va parler forcément politique, etc. Le timing ne pouvait pas être meilleur d'une certaine manière et en même temps compliqué. Il est excellent parce qu'on est vraiment dedans. On le voit bien si vous suivez l'actualité américaine, ça évolue quasiment heure par heure. Il y a des certitudes du jour qu'ils ne le sont plus le lendemain. Tout ça change beaucoup, donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. Georges va essayer va nous aider un jour et c'est possible que des choses qu'on va se dire là, finalement, se révèlent totalement contredites par l'actualité quand même d'avancer, donc comprendre, de faire le tri entre les certitudes, les doutes de ce point de vue-là. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main pour un peu plus tard, pour pouvoir intervenir éventuellement et poser vos questions à Georges, à les poser aussi en commentaire ou dans le chat. Bref, intervenir. L'idée, c'est d'être le plus interactif possible là aussi. Donc, on va commencer tout de suite avec Georges. Encore une fois, merci beaucoup d'être là et de jouer le jeu, d'essayer de nous aider à y voir un peu plus clair dans ce qui se prépare et ce qui fera finalement notre quotidien fiscal dans les années qui viennent, les mois et les années qui viennent. Et peut-être en commençant, Georges, par essayer de comprendre quelle est la dynamique politique finalement de ce qui est en train de se passer. Et puis après, on rentrera plus dans les détails, en tout cas autant qu'on puisse les connaître. Oui, et Emmanuel, c'est un plaisir d'être parmi vous encore une fois. Donc, comme tu dis, Emmanuel, on était là en mars. J'espère qu'on a bien enregistré le webinaire en mars parce qu'en mars, je pense que j'ai partagé avec l'audience mes pensées personnelles sur le fait que on est encore très loin d'avoir une proposition de loi fiscale, si même elle va se passer. Donc là, on se retrouve le 28 octobre sans loi fiscale, sans même un chemin clair en comment y arriver. Donc, euh, ma boule de cristal a bien marché pour l'instant. On verra comment ça se passe pour le reste de l'année. Donc, je vais partager ma présentation avec l'audience et comme tu dis, on va commencer avec la dynamique politique. Donc, ceux qui étaient là en mars, ça va sembler un peu la même chose, mais c'est juste pour faire un récap rapide sur ce qui se passe à Washington pour que l'audience comprenne pourquoi ça change tous les jours, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à avoir une proposition de loi qui peut passer avec les votes à Washington. Donc, juste pour encore un récap, on a la Chambre de représentants, on a le Sénat et les deux forment le Congrès américain. Dans la Chambre de représentants, on a une majorité de 8 représentants pour les démocrates, ce qui est une majorité super, super fine. Ensuite, quand on parle du Sénat, c'est encore pire. Le Sénat est vraiment divisé 50-50. Et la seule raison que la majorité est donnée aux démocrates, c'est le fait que la vice-présidente, Madame vice-présidente, a le droit de briser le tiebreaker. Donc les démocrates ont vraiment une majorité super, super fine à Washington, ce qui cause d'ailleurs tous ces problèmes et le fait qu'on ne peut pas arriver à un projet de loi qui est accepté par la partie. Et si on revient en fait à la Chambre des représentants pour 2 secondes, oui, les démocrates ont 220 sièges, mais il faut aussi ne pas oublier que au moins une trentaine, quarantaine de ces sièges sont occupés par la partie progressive de la partie démocrate. Donc, la partie démocrate est certainement pas unie dans sa pensée, soit de loi sociale, soit de loi fiscale. Et c'est là où on trouve une grande difficulté de passer
ce plan très ambitieux par Biden de dépenses et d'augmentation fiscale. Donc, on continue un peu en discutant où on en est au niveau politique et aussi en regardant l'année 2022. Et pourquoi c'est important? Parce que on est maintenant, on approche la fin de la première année du gouvernement de Biden et on se demande, ben, ils ont quand même 2 ans pour passer ces lois, mais la réalité, c'est que l'année 2022, après, disons, janvier-février, va rapidement devenir une année d'élection et une année où les représentants, surtout les représentants de la Chambre, qui sont réélus tous les 2 ans, et aussi les sénateurs qui sont dans des États qui vont avoir une autre élection. Et vous avez devant vous la carte des US et les États où au moins un sénateur va être réélu pendant l'année 2022, on rapidement arrive au point où vraiment le focus doit être maintenant parce qu'en 2022, personne ne veut voter, surtout dans les États rouges, les États républicains, personne ne veut voter pour des lois qui augmentent les impôts d'une manière significative. C'est vraiment une manière très facile de perdre une élection dans un État républicain. Et donc, on commence à revoir où vraiment on a juste 2 ou 3 mois pour essayer de passer ces lois. Finalement, sur ce Georges, est-ce que je côté, peux te demander de mettre Georges, est-ce que je peux demander de mettre la présentation en… Voilà, voilà, magnifique. Merci merci. beaucoup. Merci pour le rappel, Emmanuel. La dernière chose que je vais discuter ici au niveau politique, c'est le fait que les élections, ce qu'on appelle midterm election, après l'année où un président est élu, d'habitude, et surtout dans la Chambre des représentants, la partie au pouvoir, d'habitude, perd beaucoup de sièges. Et donc, si on revient aux élections 2018, après que Trump a été élu, la partie républicaine a perdu 40 sièges et la majorité de la Chambre de représentants. La même chose s'est passée pour Obama pendant ces 2 termes. Et donc, on voit que le Sénat change un peu, mais c'est vraiment surtout la Chambre des représentants qui change beaucoup et qui d'habitude tourne vers l'autre côté 2 ans après qu'un président ait été élu. Donc comme on a vu, les démocrates pour l'instant ont seulement 8 sièges d'avantage et c'est presque certains qui vont perdre la majorité dans la Chambre, ce qui veut dire qu'ils ont besoin de passer cette loi maintenant avant que ce soit trop tard pour eux. Et donc, c'était vraiment un récap assez rapide pour expliquer à notre audience pourquoi Washington ne move pas beaucoup, pourquoi l'urgence de passer cette loi maintenant avant que ce soit trop tard pour la partie démocrate. Et voilà, c'est là où on en est et ça donne un peu, j'espère, l'histoire de Washington en 2021. Et donc, Emmanuel, là, on va rentrer un peu plus dans les détails de l'agenda du président Biden et où on en est aujourd'hui. Je vous rappelle que ces slides ont été préparés et comme Emmanuel, comme vous avez dit, ça change vraiment heure par heure, même pas jour par jour. Donc, on va discuter un peu sur les slides où les chiffres ont changé beaucoup depuis que les slides ont été préparés et où on en est maintenant. Donc, le récap un peu, et encore un petit récap sur là où on était en mars, le président Biden avait en fait un plan qui était divisé en 2. Il y avait le plan de sauvetage. On était toujours en plein Covid et c'était clair que l'économie avait besoin d'un autre boost. Le CARES Act qui a été passé pendant l'administration Trump n'était pas assez. Donc, le 11 mars, le président a signé dans la loi un projet de loi qui en a fait rajouter encore presque 2 trillions de dollars dans l'économie. Le focus était surtout sur les unemployment tax, sur des crédits. Il n'y avait pas grand-chose au niveau fiscal. C'était vraiment pour augmenter les programmes sociaux liés au Covid.
Ça a été passé et les lois sont toujours en force. Mais ce qu'on va discuter là maintenant, c'est le plan Recover. C'est vraiment la remise de l'économie américaine et le plan très agressif de Biden. Et si vous voyez, originalement, il a pensé à dépenser presque 4,5 trillions de dollars sur l'infrastructure sociale et l'infrastructure du business, surtout sur les services sociaux, surtout sur tout ce qui est utilities, l'éducation, etc. Et son plan a été très agressif. Il voulait dépenser presque 5 trillions de dollars. Ça, c'était en mars. Alors, où on en est aujourd'hui? D'abord, je discute les chiffres. Aujourd'hui, on parle de 2 projets de loi séparés. On parle d'un projet de loi qui a déjà été accepté au Sénat et c'était vraiment un projet de loi biparti. Donc la seule partie de ce plan qui est vraiment biparti a été acceptée par les républicains. C'est un projet de loi qui investit 1,2 de trillion de dollars dans l'infrastructure. Et donc, c'était ce qu'on pensait était une grande victoire pour Biden d'avoir le support républicain pour un projet de loi biparti. Malheureusement, ce projet de loi a été bloqué dans la Chambre des représentants et on va en discuter un peu plus quand on continue le webinaire, parce que même si le Sénat a voté pour le passer, la Chambre des représentants n'a pas encore voté sur ce projet de loi parce qu'eux, ils attendent le projet de loi qui est plus significatif. Au début, on parlait de 3,5 trillions de dollars et la partie progressive de la partie démocrate a été très claire qu'il n'allait pas voter sur le projet de loi biparti avant d'avoir le plus grand package de 3,5 trillions en passage aussi. Et donc, même si le Sénat a déjà passé une partie de ce projet remise, il n'est pas encore été signé en loi puisque la Chambre des représentants n'a pas encore approuvé. Alors donc, si on revient aux chiffres, aujourd'hui, on discute 1,2 trillion qui fait partie d'un projet de loi biparti. En revanche, la plus grande partie a été vraiment baissée de 3,5 et maintenant on parle d'un autre package qui est probablement entre le 1,5 et 1,75 de trillions de dollars de dépenses. Donc, il a été coupé, sa deuxième partie a été coupée plus qu'en deux. Et tout ça, c'est à cause de la partie conservateur de la partie démocrate. Donc, on a dans le Sénat surtout 2 sénateurs conservateurs. On a le sénateur Joe Manchin, qui vient de la West Virginia, et on a un sénateur, Kyrsten Sinema, de l'Arizona. Et tous les deux, en fait, 2 sénateurs ont réussi à vraiment réduire la somme de la dépense démocrate en plus de la moitié, puisque, comme on avait discuté avant, le Sénat ne peut pas passer une loi sans avoir les 50 sénateurs démocrates qui sont tous réunis sur cette loi. Et donc aujourd'hui, et on n'est pas encore là, mais au moins on discute un projet qui est 1,5, 1,75. Et si on rajoute en fait les deux, on parle de 3 trillions réduits de presque 4,5 qu'on discutait en mars. Ensuite, on rentre dans le passage. Comment est-ce que ces lois vont passer dans le Sénat? La loi biparti a déjà passé, en fait. Donc, le Sénat a déjà voté pour la loi biparti qui a approuvé une dépense de 1,2 trillion de dollars. Et donc, cette partie a déjà passé. Maintenant, on discute la deuxième partie de la loi, celle qui est tellement difficile à passer, tellement difficile à être d'accord entre les démocrates. Ils ont déjà compris que les lois du Sénat ne vont pas être changées. Il y avait une discussion si la partie démocrate voulait essayer de changer les lois de passage au Sénat ou ce qu'on appelle le filibuster rule, où une partie a besoin de au moins 60 votes pour passer une loi.
Cette loi ne va pas être changée parce qu'on ne sait jamais qui va contrôler le Sénat pendant les élections prochaines. Et donc, je pense que les républicains et les démocrates comprennent bien que c'est pas nécessairement dans leur faveur de changer les lois de passage dans le Sénat. Donc, on parle toujours du filibuster rule, d'avoir au moins 60 votes, sauf si on utilise ce processus de réconciliation budgétaire. Et à ce moment-là, on peut passer une loi avec une majorité simple de 50, mais ils ont besoin quand même d'avoir tous les sénateurs alignés et unis sur cette loi. C'est pour ça qu'en fait, Joe Manchin et Kyrsten Sinema tiennent tellement de pouvoir pour la partie démocrate. C'est certain que les républicains ne vont pas supporter cette loi. Ça a été très clair depuis le début. Et donc, les démocrates, en fait, ont besoin d'avoir tous leurs sénateurs alignés pour passer une loi. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on parle, pour entrer un peu plus dans les détails de passage, on a en fait 3 options et c'est très clair en ce moment qu'on va rentrer dans option numéro 3 qui est en bas du slide. Biden a 3 choix. Il peut essayer de passer toutes ces lois avec seulement le support démocrate. C'est très clair que ça ne va pas passer parce que la partie démocrate est trop divisée entre eux. On peut essayer de passer les 2 lois en parallèle, ce qu'on appelle le bipartisan, la loi bipartie et le budget reconciliation en parallèle et ensuite les combiner à la fin. Ou la troisième option, c'est l'option que Biden a choisie, essayer de passer une loi bipartie d'abord et ensuite comment dirais-je, la loi de réconciliation budgétaire séparément. Et c'est ça que, en fait, la Maison-Blanche essaye de passer dans le Congrès. Et le problème avec la loi bipartie, comme j'avais expliqué avant, même si le Sénat a approuvé, c'est la Chambre des représentants qui prouve être une difficulté énorme pour passer cette loi bipartie avant d'avoir un accord sur la loi, le projet de loi au niveau de réconciliation budgétaire. Et donc, on est bloqué avec cette troisième option et on attend voir que va faire la partie démocrate pour essayer de la débloquer. Donc là, on a le cas classique de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui passe avant? Même si on a, comme j'ai discuté, on a le Sénat qui a déjà approuvé la loi qui a été passée bipartie, ce serait très bien si la partie démocrate pourrait passer cette loi pour montrer une victoire, surtout en avance de l'année 2022 où ils ont des élections. Le problème, c'est que la Chambre des représentants ne veut pas le faire. Les dernières nouvelles, c'est que Nancy Pelosi, qui est le Speaker of the House, essaye de passer la loi bipartie avant le 31 octobre, ce qui est dans 3 jours. Et la manière dont elle essaye de convaincre comment dirais-je, la partie progressive, et en disant, on va se mettre d'accord sur les principes de la réconciliation budgétaire sans avoir la loi passée, mais si on se met d'accord sur les principes, on va quand même essayer de voter pour cette loi bipartie pour qu'au moins on a cette partie de passée. Elle est en train de voir que ça prouve être très difficile. La partie progressive n'est pas d'accord avec cet accord, si vous voulez. Et même ce matin, j'ai lu un article où la partie progressive dit non, on veut voir le langage de la loi. On va pas juste avoir un accord en principe. On veut voir le langage, on va voir quelles seront les dépenses, quels seront les programmes et les augmentations fiscales, oui ou non. Et donc, c'est ça où la partie démocrate a un problème de timing. Aussi, l'importance de la loi bipartie, c'est que dans cette loi, ils ont des extensions de programmes qui sont déjà en place, qui doivent être
renouvelés pour pouvoir continuer des dépenses d'infrastructure pour des chemins de fer et des autoroutes. Et ces dépenses vont être coupées le 31 octobre. Donc, ce n'est pas seulement des nouvelles lois qu'ils essayent de passer, c'est continuer des programmes qui existent déjà, qui fait le fait que le 31 octobre devient une date très, très importante pour la Partie démocrate de passer cette loi bipartie. Et finalement, le président Biden aussi a un sommet en Europe avec le reste des présidents mondiaux pour discuter l'environnement et pour discuter la participation des US dans les efforts de l'OECD sur un taux global, un taux d'impôt global, et lui aussi doit partir dans les jours qui suivent en Europe. Donc, les 2 ou 3 prochains jours vont être très chargés avec cet agenda de Biden et en faisant quelque chose pour essayer d'avoir toutes les parties de la Partie démocrate se mettre d'accord sur quelque chose, ce qui, encore une fois, est loin d'être fait. Et donc, quand on rentre dans les détails un peu de ce que proposent ces 2 projets de loi différents, la proposition bipartie, comme j'ai expliqué, a déjà été passée par le Sénat et ça inclut des dépenses pour le transport, pour l'Internet, pour l'énergie, et pas tellement l'éducation et pas tellement l'infrastructure sociale que Biden veut vraiment adresser dans son autre package. Ces coûts ont été déjà... Donc, il n'y aura pas d'augmentation fiscale pour la partie bipartie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les républicains sont d'accord avec cette proposition. Ils sont déjà en fait payés par pas mal de fonds qui ont été mis de côté pour Covid, qui n'ont pas été utilisés, et d'autres programmes. Et donc, en fait, cette partie de la loi ne va pas amener avec elle d'augmentation fiscale ou d'autres charges. En revanche, le budget de réconciliation, là, on disait que c'était 3,5 de dépenses. On sait déjà que ce chiffre va baisser à au moins 1,75, possiblement 1,5. Et ils veulent que ces dépenses soient payées par quelque chose. On disait originellement ça allait être payé par des augmentations fiscales. On va voir plus tard que ces augmentations ont été enlevées parce que grâce au sénateur Sinema qui vient de sortir avec la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui vient de dire qu'en fait, elle ne votera pas pour une augmentation des taux, soit sur les individus, soit sur les sociétés. Et donc, c'est là où maintenant les démocrates sont en train de chercher un peu partout pour voir où est-ce qu'ils peuvent couvrir ces coûts pour la deuxième partie de cette loi. Est-ce que ces coûts vont être payés à 100% ou non? On va voir dans le prochain slide que les lois de réconciliation permettent d'avoir un certain déficit qui est causé par ce package. Le problème, c'est que les sénateurs conservateurs comme Manchin et comme Sinema ne sont pas d'accord de créer un déficit. Donc, même si légalement ils peuvent le faire, leur parti ne va pas le permettre. Et donc, la question est la taille du package. Maintenant, on parle de 1,5 trillion, 1,75. Et comment est-ce qu'on va payer pour ce package? Donc, comme j'ai dit, la partie bipartie a été principalement, d'abord le Sénat déjà s'est mis d'accord. La Chambre de représentants d'ailleurs est aussi d'accord avec les principes, mais ils ne vont pas voter pour cette partie avant d'avoir un accord sur le tout. Quand on parle encore de ce grand package maintenant qui est 1,5 pour être simple, ils peuvent rajouter jusqu'à 1,75 trillion au déficit gouvernemental. Donc, en théorie, ils peuvent dire, bon, ben, si on réduit la dépense
et que maintenant notre package est seulement 1,75, en théorie, ils peuvent dire, ben, on va faire ça sans augmenter les impôts, sans d'autres charges et créer un déficit d'1,75. Le problème, c'est que Sénateur Manchin a déjà dit non, je ne voterai pas pour une loi qui crée un déficit. Il faut qu'on trouve une manière de payer pour ces dépenses. Et c'est là où maintenant, alors, comme je disais avant, et on va discuter ça dans les slides prochains, on disait que on allait avoir une augmentation de taux sur les sociétés, on allait avoir une augmentation de taux sur les particuliers, ce qui allait payer pour une grande partie de ce déficit. Le problème, c'est que maintenant, ça c'est pour le moment, n'est pas sur la table puisque Kristen Sinema a dit non, je ne voterai pas pour une augmentation de taux. Donc, on voit dans les 2 ou 3 jours qui viennent passer, on entend toutes sortes d'idées différentes sur comment payer pour ces dépenses. La première chose qu'on a entendue il y a 2 jours, c'est ce fameux billionaire tax. C'est un taxe sur les milliardaires aux US et c'est un taxe en fait qui serait imposé sur le changement de la valeur de leur portefeuille année par année. Donc, normalement, un taxe n'est pas imposé sur un changement de valeur, c'est seulement si la valeur est réalisée. Mais pour les milliardaires, cette proposition serait de regarder leur portefeuille d'investissement et année par année, imposer un taxe de 15% sur ce changement de valeur. Ce qui est intéressant avec cette proposition, il y a à peu près 1100 milliardaires aux US. Donc la population qui serait impactée sera très, très faible, mais en revanche, c'est une population très puissante qui ne serait pas contente avec cette loi. Aujourd'hui, on a déjà entendu que Sénateur Manchin a dit non, je ne suis pas d'accord avec cette billionaire tax proposition. Et donc, d'un jour au lendemain, on a enlevé la proposition et on ne sait pas encore où on va se tomber avec ça, mais ça n'a pas l'air très positif en ce moment. On a rajouté une autre proposition hier où c'est une loi qui propose d'imposer un taxe minimum sur les grosses sociétés, les sociétés qui ont des revenus d'1 milliard de dollars ou plus en moyenne pendant les 3 ans passés. Et c'est un taux de 15% sur les résultats financiers, pas sur les résultats fiscaux. C'est un taux minimum pour dire que les sociétés qui ont un résultat financier d'1 milliard de dollars, même si leur résultat fiscal est très faible, en utilisant des déductions ou d'autres crédits, on va quand même faire payer un taux minimum de 15% sur le résultat financier, qui est très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Ça n'a jamais été mis en loi, une loi pareille. Et donc, ils sont en train de discuter comment est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut passer et avoir assez de votes pour payer pour ces dépenses. Donc, vraiment, c'est comme tu disais avant, Emmanuel, c'est même pas jour par jour, c'est heure par heure. On voit des propositions différentes qui sortent de Washington. Et tout ça, c'est pour voir comment est-ce qu'on va payer pour cette deuxième partie du package de Biden. Donc ça, en fait, c'est un peu plus de détails sur le package. D'autres idées, d'ailleurs, c'est payer pour avoir le IRS des budgets supplémentaires pour aller collecter plus d'impôts. Il y a cette idée qu'il y a au moins $1 trillion qui n'est jamais en fait collecté par le gouvernement parce que le IRS n'a pas d'assez d'agents ou assez de fonds pour forcer les lois. Donc, ça aussi, c'est une autre possibilité qu'il y aura des fonds pour aider le IRS à augmenter et supplémenter leur personnel pour pouvoir aller collecter plus d'impôts. Alors, je vais m'arrêter là, Emmanuel. Est-ce que tu as des questions, des observations? Est-ce qu'on a des questions de nos
de notre audience avant de continuer. Absolument, absolument. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous êtes sur Zoom, vous pouvez cliquer en bas sur Q&A et laisser vos questions là. Vous pouvez raise your hand ou lever la main. Il y a une petite icône en bas de votre écran. N'hésitez pas à le faire. Si vous nous suivez sur Facebook aussi, vous pouvez laisser les choses en commentaire. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Georges, en termes de timing, on est vraiment heure par heure, etc., puisque on a appris il y a quelques minutes ou dans la matinée que Nancy Pelosi, donc la patronne des démocrates à la Chambre des représentants, a dit qu'elle espérait, qu'elle voulait un vote demain sur la première partie, qui est celle qui est définie comme la partie infrastructure classique, les 1,2 milliard 1000 milliards de dollars, les trillions. Elle a dit qu'elle voulait un vote demain, ce à quoi l'aile progressive, la plus libérale au sens américain du terme, des démocrates, a répondu que pour l'instant, ils n'en savaient pas encore assez sur le plan annoncé ce matin par Joe Biden, qui est donc, comme tu l'as dit maintenant, à 1,75 trillion de dollars. Bref, on en est là, donc possiblement un vote demain au Congrès, mais encore énormément d'incertitudes. Juste pour remettre les choses en contexte, et pour les gens qui, comme moi, ont un peu mal avec l'échelle mathématique des choses, un trillion en anglais, c'est 1000 milliards en français. Juste pour donner quand on parle infrastructure, l'énorme projet d'infrastructure ferroviaire à Manhattan, pour ceux qui sont à New York, d'un pont ferroviaire dont on parle depuis des années, qui doit passer sous l'Hudson et permettre de soulager un peu l'infrastructure ferroviaire extrêmement encombrée autour de New York. Ça, c'est un très gros projet dont on parle depuis très longtemps, qui est financé à la fois par le fédéral et le local. C'est un projet qui coûte 12 milliards de dollars à l'heure actuelle. Donc, on parle là de plus de 100 fois ça à l'échelle du pays. Donc, c'est potentiellement assez gros. Et ça, c'est simplement pour la partie infrastructure classique, qui a donc le support bipartisan. Pour l'autre loi, qui est donc encore supérieure à ça, là, ce sont des dépenses sociales, avec notamment de l'aide pour créer des pre-K, donc des écoles maternelles. Comme si vous vivez aux États-Unis, vous savez que c'est un domaine qui est particulièrement faible ici aux États-Unis. Il y a très peu d'écoles maternelles, en tout cas publiques. Ça coûte cher, etc. Donc, ça fait partie des dépenses importantes. On parle aussi de dépenses en termes de santé. On a exclu la question du congé parental qui aurait pu être financé par ça. Maintenant, c'est sorti de la loi. Ça apparemment n'est plus dedans. Ça permet de diminuer les choses. Voilà, donc tout ça pour remettre un peu les choses dans le contexte et puis passer ensuite sans doute à la partie plus taxe vraiment des choses. Georges, Anthony nous dit dans un commentaire si cinéma, donc cinéma c'est la sénatrice de l'Arizona, démocrate, mais disons centriste, et qui est une des deux qui tient finalement les choses entre ses mains et qui négocie avec Joe Biden. Si Sinema refuse l'augmentation des impôts et que Manchin, donc le sénateur, lui, de West Virginie, refuse l'augmentation de la dette publique, il ne pourra pas y avoir d'accord. C'est sûr, sauf que ce matin, on a appris que Joe Biden est allé à la Chambre des représentants et dit avoir un accord avec les 50 sénateurs démocrates, ce qui veut dire qu'au moins eux semblent être d'accord sur, disons, le cadre, mais on ne connaît pas encore les détails. Et toute la question, c'est de savoir si ces détails vont ou non satisfaire la partie la plus libérale, la plus à gauche des démocrates de la Chambre des représentants. Voilà, merci Anthony. Georges, tu peux rebondir là-dessus? Oui, bien sûr. Et d'abord, Anthony, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est certainement une possibilité que rien ne se passe. Je ne dis pas que c'est une possibilité probable, mais c'est certainement une possibilité que les démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une loi qui satisfait d'un côté les sénateurs conservateurs et de l'autre côté la Chambre de représentants et la partie progressive. Et si je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je pense que le problème va en fait rebondir sur la Chambre de représentants et
et cette partie progressive qui insiste de ne pas passer les deux lois séparément et qui insiste sur une taille de dépenses qui est supérieure à ce que Joe Manchin et Kyrsten Sinema sont confortables. Donc, c'est absolument possible que rien ne se passe. Je dirais, ça me surprendrait pas du tout. Maintenant, c'est vrai que les efforts sont énormes et que Joe Biden lui-même passe beaucoup de temps avec tout le monde pour essayer de passer cette loi. Et ce que dit Biden ce matin ne me surprend pas d'ailleurs. Joe Manchin est d'accord avec le minimum tax sur les sociétés que je viens de décrire, sur les résultats financiers. Et Kyrsten Sinema est d'ailleurs aussi confortable avec cette idée. Donc, on a quand même une possibilité d'avoir des augmentations qui vont payer pour ces dépenses sans augmenter les taux. Mais on verra, hein, rien n'est fini. Et l'autre question d'ailleurs, c'est ce billionaire tax, et je ne sais pas encore est-ce que ça fait partie du package que Biden va proposer oui ou non. On a beaucoup de questions sur le fait est-ce que le gouvernement a vraiment le droit de passer une loi? Est-ce que c'est constitutionnel d'avoir un taxe sur le changement de valeur d'un portefeuille? Ça, c'est complètement contraire au principe fiscal américain. Donc, il y a plus de problèmes que juste avoir le Congrès être d'accord. Il y a aussi une question de loi. Est-ce qu'une loi pareille peut être challengée dans le tribunal? Et si oui, est-ce qu'elle va être passée? Et vous pouvez être certain d'ailleurs que les gens qui vont payer ces taxes, ils ont les moyens pour amener cette loi au tribunal, puisque c'est les milliardaires et ils sont bien contents de combattre le gouvernement avant de payer les impôts. Donc, tout ça pour dire absolument, il y a une possibilité que rien ne se passe. Est-ce que je pense que quelque chose va passer? Oui, probablement, mais on verra. Très bon commentaire et bon point. Donc là, maintenant, Emmanuel, on va rentrer un peu dans les détails, ce qui est intéressant parce que on ne sait vraiment pas quels sont les détails, mais je vais partager avec vous des informations assez intéressantes sur ce qu'on a discuté avant et là où on en est maintenant. Donc, si vous vous souvenez, le plan Biden qui est sorti en avril, ce qu'on appelle le Green Book, il proposait un taux sur les sociétés de 28%. Un rappel, aujourd'hui, on a 21%, donc une augmentation de 7% du taux. La comité des moyens de la Chambre des représentants a sorti, eux, leur proposition de loi à 26,5, donc moins que Biden. Nous, on parlait toujours de peut-être un taux de 25%, mais et en fin de compte, on pensait qu'on y arrivait. Où on en est aujourd'hui, le taux reste à 21% à cause de Madame Sinema qui a dit non, je ne voterai pas pour une augmentation de taux. Et donc, ce qui est un changement énorme parce qu'on parlait avec nos clients, on essayait de faire du planning pour l'année prochaine. Disons, si les taux augmentent, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau fiscal? Aujourd'hui, maintenant, on pense que le taux va rester le même, ce qui est un changement très, très important. Au niveau international, et ça c'est encore des nouvelles très récentes, on parle d'un taux minimum global. Le guilty tax, en fait, c'est un sorte de taux minimum global. Avant, on parlait de 21% au plan Biden. La Chambre des représentants est sortie avec un taux de 16,5. Maintenant, à cause du fait que l'OECD est sorti déjà avec un taux minimum de 15%, c'est possible que ce chiffre va être réduit à 15%. Ce n'est pas encore clair. En revanche, aussi, le fameux BEAT, le BEAT tax, le Base Erosion Tax, Biden avait cette idée de SHIELD qui remplacerait le système Base Erosion Tax avec un nouveau système qui se rapproche un peu plus à l'idée de l'OECD, du taxe minimum de 15%
et des paiements, au lieu d'avoir un système séparé, avoir un système qui dit les paiements qui sortent des US vers des pays qui ne satisfont pas le taux minimum ne sont pas déductibles au niveau fiscal américain. La Chambre des représentants n'a pas accepté ce plan et en revanche, ils ont dit on va combiner un peu BEAT et SHIELD. Et donc, vous voyez que les chiffres descendent rapidement au niveau de ce qu'ils attendaient à avoir comme revenu. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ce qu'on a entendu hier, c'est que la Maison-Blanche a déjà communiqué que tout changement au niveau international, guilty, beat, etc., ne seront pas effectifs au moins avant le 1er janvier 2023, possiblement plus tard. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour notre audience qui est impactée, vous avez encore au moins 1 an à réfléchir à toutes ces lois, même s'ils passent, possiblement 2. Et la raison derrière ce changement, c'est le fait que les US ne veulent pas être les premiers à passer des lois internationales qui comportent, avec les décisions OECD, en fait, normalement, on est les derniers à le faire. Et donc, on s'est dit, on a encore 1 ou 2 ans à réfléchir un peu, à voir ce qui se passe avec les taux global mondial avant de passer les lois de minimum tax, de BEAT, etc. Et donc, si on revient à tout ça, on se dit, donc, qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier 2022 au niveau fiscal? En ce moment, rien du tout. Pas de changement de taux et pas de changement international immédiat. Et donc, on se dit que l'année 2022, pour l'instant, va être la même que 2021. Bien sûr, il y a d'autres changements qui rentrent, qui font partie de la réforme Trump, qui commencent à changer à cause de ces lois, mais rien de nouveau à cause des lois Biden. Ce qui est un changement énorme de ce qu'on discutait toute l'année et tout ce qu'on pensait, qu'on allait avoir un taux élevé, etc. Pour l'instant, tout ça, ça a été enlevé et n'est plus le cas. Au niveau individuel, Biden voulait augmenter le taux, remonter le taux à 39,6. La Chambre des représentants était d'accord. La grande différence, c'est le capital gains tax. Biden proposait à imposer un taux, le taux ordinaire sur les capital gains, donc presque 40%, et avec ce taxe supplémentaire de 3,8, en fait, au-delà de 40% sur les capital gains. La Chambre des représentants a réduit le taux à 25%. Maintenant encore, grâce à Senator Sinema, ces taux pour l'instant, ne vont pas changer. Donc, on reste toujours au taux de 37% maximum sous la réforme Trump. Le capital gains tax ne change pas. Et donc, encore, qu'est-ce qui se passe au niveau individuel? Pas grand-chose le 1er janvier 2022. Changement très significatif de ce qu'on discutait pendant toute l'année, en fait. Maintenant, est-ce possible que la négociation de Biden aujourd'hui avec Sinema a changé son avis? C'est possible, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont parlé. Peut-être ils sont mis d'accord sur des augmentations sur les sociétés et non sur les individus ou vice-versa. Tout le monde attend pour voir les détails, mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que les taux ne vont pas augmenter. Je vois qu'on a un autre commentaire. Oui, absolument. On peut, ouais. Ouais, on peut arrêter là et prendre des commentaires. On peut continuer, non, on peut continuer, il n'y a pas de problème, mais on peut en même temps rebondir sur ce que dit Arlette. Pour autant qu'ils doivent réduire les dépenses, pourquoi n'envisagent-ils pas de réduire toutes les prestations d'un pourcentage à décider plutôt que de retirer certaines prestations, par exemple les congés maternels dont on a dit qu'ils ne semblent plus être dans le plan maintenant. Georges, est-ce que… Oui, alors ça c'est une question très politique parce que, et c'est comme ça que la politique américaine, d'ailleurs je pense que c'est un peu partout la même chose, c'est en fait qu'est-ce qui va leur… La mathématique est très simple.
qu'est-ce qui va nous rapporter les votes pour passer la loi. Et donc, certaines lois ne sont pas négociables avec les progressifs. Et donc, ils disent, si vous touchez ces lois, même avec 1 centime de réduction, on vote non. Donc c'est ce que vous dites, c'est tout à fait logique, mais la politique n'est pas logique. Donc, c'est pour eux, en fait, il y a des catégories de lois qui disent non, c'est non négociable, au lieu de dire oui, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne réduit pas à 10% de tout. La politique à Washington ne marche pas comme ça, malheureusement. Et donc, c'est pour ça, en fait, que… Et il y a aussi sans doute certaines de ces prestations, entre guillemets, qui sont, pour lesquelles ce n'est pas envisageable de baisser. Si on baisse trop la contribution fédérale, dans ce cas-là, elles n'ont plus d'effet, puisque là, il faut bien prendre conscience qu'on est dans un système fédéral et que donc l'essentiel de ces prestations, elles sont en fait des prestations payées aux États qui, elles, ensuite, on parle par exemple aux États ou aux organisations locales pour ce qui est, par exemple, on parlait tout à l'heure des écoles maternelles, des choses comme ça, et que si la prestation fédérale, la participation fédérale baisse en deçà d'un certain plancher, l'argent sera trop faible et rien ne pourra être mis, l'argent contribué fédéral sera trop faible et rien ne pourra être mis en place concrètement. Donc, il y a aussi des effets de seuil, entre guillemets, qui jouent pour certaines de ces prestations, non? Oui, et d'ailleurs, certaines réductions vont être en fait pas complètement éliminées. Donc ce que vous dites là, Ahmed, c'est correct. Donc, c'est pas que il y a certaines dépenses qui sont complètement éliminées et d'autres qui ne sont pas. C'est le cas avec certains projets, mais il y a aussi des projets qui sont réduits. Donc c'est un peu un mélange de ce que vous dites. Ouais. Il y a une certaine réduction dans certains programmes et certains autres, mais ça va jamais être fait également à cause du fait que quand il y a certains sujets qui sont un peu sacrés pour certains groupes et ils disent non, dès que vous touchez ce saut de dépenses, vous n'avez plus nos votes. Donc, c'est une combinaison de politique et de logique qui, des fois, ne marche pas trop bien ensemble. Okay, so where are we today? What's next? Ouais, ça Tu c'est peux répondre à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. ouais, la million dollar question, right? Ou peut-être plutôt trillion dollar question. Et d'ailleurs, vous savez que Emmanuel, en préparant pour ce webinaire et celui d'avant, j'ai essayé de chercher une traduction pour le trillion et je n'ai pas trouvé. Ça Ouais, voilà, n'existe c'est pas. 1000 milliards. C'est ce que je disais Voilà, tout à l'heure, parce c'est que 1000 milliards. Il n'y a pas de mot en français. ouais, parce qu'en France, personne dépense autant d'argent, c'est pour ça. C'est seulement les Américains qui dépensent tellement. Donc, où est-ce qu'on en est? Alors, on en est, comme j'ai dit, à un temps très, très délicat pour les démocrates à cause de cette date du 31 octobre au niveau infrastructure. Et ils ont des programmes qui sont déjà en cours qui vont être coupés si la loi bipartisane ne passe pas. Aussi le fait que le président Biden doit voyager en Europe. Et donc, la première étape, en fait, si cette date, dans les 2 ou 3 prochains jours, je pense qu'on va avoir une idée beaucoup plus claire de voir est-ce que quelque chose va se passer, oui ou non. Si la date de 31 octobre passe sans accord, c'est pas la fin du monde. Il y a toujours encore une possibilité qu'il passe la loi un peu plus tard, mais c'est certainement une date très importante. Je ne pense pas voir un vote sur le projet de loi bipartisan avant avoir un projet assez détaillé sur le reste de l'infrastructure sociale avec le support des progressifs dans la Chambre. Donc, je pense que dans les 2 ou 3 jours qui suivent, on va vraiment entendre beaucoup plus de détails sur comment est-ce qu'ils vont payer pour ce, disons, 1,75 trillion. Et on verra est-ce que ça aura le support des 2 parties du Congrès. Je peux être surpris, mais je pense que pour l'instant, on en est au fait que les taux ne vont pas changer, ce qui est
en général des très bonnes nouvelles pour les sociétés, pour les individus, sauf si ces individus qui sont, qui sont des milliardaires, peut-être là il y aura des impositions, mais je ne pense pas que cette proposition a beaucoup de support aussi. Ce matin encore, j'ai lu un article qui dit que Joe Manchin était contre le billionaire tax. Donc, je dirais où on en est aujourd'hui. On est à 2 ou 3 jours de savoir beaucoup plus. Et what's next? Ben, dès qu'on sait plus, on saura quoi faire. Mais je pense que à un minimum, la pression sur les sociétés à faire du planning pour la fin de l'année, etc., a été réduite considérablement à cause des développements de ces 2 dernières semaines. Une autre date à ne pas oublier, c'est le fait que le gouvernement est seulement les fonds pour payer pour l'opération normale du gouvernement. C'est seulement jusqu'au, je pense qu'au début décembre. Et donc, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y avait ce grand drame de est-ce que le gouvernement va fermer, et c'est les républicains en fait qui ont forcé les démocrates parce que on rentre un peu dans des détails qui ne sont pas nécessairement fiscaux, mais on a aussi le problème de la dette américaine, et le seuil de la dette doit être augmenté, et ça doit passer par un vote dans le Sénat qui a besoin de 60 votes, soit par ce vote, soit par ce fameux budget reconciliation. Et les républicains ont dit tout de suite, non, on ne votera pas pour une augmentation du seuil de la dette du gouvernement, ce qui a créé beaucoup de pression. Et donc, ils se sont mis d'accord pour continuer l'opération du gouvernement jusqu'au début décembre, mais cette date, elle arrive rapidement. Hein, donc, il ne faut pas oublier que la partie démocrate a d'autres problèmes à résoudre. Le seuil de la dette et payé pour les opérations du gouvernement. Et le plus on se rapproche à ces dates, le moins on a de chance à se mettre d'accord sur des dépenses sur cette infrastructure, et le plus de pression la partie démocrate aura à en fait abandonner leur plan. Donc, je pense que dans une semaine, on saura beaucoup plus. Anthony nous dit en commentaire, il est tout de même surprenant que la Maison-Blanche n'ait pas tenté de rallier des sénateurs et représentants républicains sur la loi sur l'infrastructure sociale pour contourner les progressistes. Alors, il faut d'abord rappeler qu'ils ont commencé comme ça et que c'est parce qu'il était impossible d'avoir un package global dans lequel il pouvait y avoir à la fois les infrastructures au sens classique du terme, ponts et tunnels, et puis les infrastructures sociales, les dépenses sociales que Biden voulait. Voilà, c'est parce que les républicains ne voulaient pas entendre parler de cela qu'ils ils ont imaginé ce contournement, entre guillemets, avec ces 2 lois séparées. C'est bien ça. C'est exactement ça, en fait, et c'est là où ils ont commencé. En fait, Biden a commencé avec l'idée d'essayer d'avoir une loi bipartisane. Les républicains ont été très, très clairs qu'ils ne voteraient jamais pour une augmentation d'impôts. Et même ces propositions aujourd'hui, ce billionaire tax ou ce taux minimal sur les sociétés, les républicains ne voteraient jamais pour une augmentation, quoi que ce soit. Et donc, la seule raison pour laquelle ils se sont mis d'accord sur la première partie infrastructure, c'est parce qu'en fait, les fonds sont déjà là. La plupart des fonds viennent de lois COVID qui n'ont pas été utilisées, etc. C'est pour ça, en fait, qu'ils se sont mis d'accord. Mais les républicains ne vont jamais voter pour une augmentation de dépenses, quoi que ce soit, qui va être payé par des impôts ou d'autres charges. Et deuxièmement, et ça c'est la réalité politique de Washington, les républicains n'ont aucun intérêt à aider Biden avec son agenda. Aucun. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur les 2 partis, mais la partie républicaine a été beaucoup plus unie pendant la présidence de Trump, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord sur tout, mais ils se sont comportés d'une façon plus unie que la partie démocrate, ce qui nous ramène à où on en est aujourd'hui. Donc, oui, normalement, bonne idée, mais les idéaux républicains
de payer pour tout cette infrastructure sociale est très contre ces sortes d'idées, l'augmentation de chômage, et puis c'est pas dans l'idéologie de la partie républicaine de payer pour ces sortes de dépenses et programmes. Et surtout pas au niveau fédéral. Oui, exactement. Et ça, c'est un autre point aussi très bien, Emmanuel, de dire que la partie républicaine, elle croit fortement au fait que c'est aux États de s'occuper de tout, des programmes sociaux, des programmes individuels. Le gouvernement fédéral ne doit pas jouer un rôle énorme dans le support social du pays. Et ça c'est vrai que c'est une grosse différence entre les deux parties. Même si on sait qu'en termes de flux, les États républicains, les red states traditionnels, reçoivent beaucoup plus d'argent fédéral que par tête, par habitant, que les États démocrates. Mais bon, c'est une autre question. Ouais. Ça, j'ai un dicton en anglais très intéressant. Je dis don't confuse me with the facts. Donc, ça, c'est la réalité, mais ce n'est pas la réalité politique. Exactement. Mais merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions, votre attention pendant toute cette session. J'espère qu'on se reparlera bientôt. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois qu'on se parlera, Georges, on aura avancé dans un sens ou dans l'autre, mais on sera plus dans cet état de suspension dans lequel on est en ce moment. Il y aura qu'il y ait une loi ou des lois adoptées ou pas de loi adoptée, mais bon, on saura puisque les choses vont se jouer dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines heures même probablement, pour une partie d'entre elles en tout cas. On ne sait jamais, peut-être le vote s'est passé pendant notre webinaire. Apparemment, non. J'ai essayé de surveiller, mais Okay. non. Non. Le vote à la Chambre doit avoir lieu aujourd'hui ou demain. Donc, effectivement, Nancy Pelosi a promis qu'il y aurait un vote, enfin, a dit qu'elle espérait qu'il y aurait un vote avant que Joe Biden n'atterrisse en Europe. Oui, on Je verra crois bien. qu'il n'est pas encore dans l'avion, mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Georges, pour ces explications. N'hésitez pas, si vous avez des questions, notamment plus précises fiscalement, des doutes sur tout ça, n'hésitez pas à contacter directement Georges et son équipe. Vous avez les contacts sur French Morning, vous avez les contacts sur Facebook aussi, le lien, en tout cas, vers l'article qui vous permet d'arriver à avoir les contacts de Georges. N'hésitez pas, il est là aussi il est disponible, je le sais, et toujours prêt à discuter de ces questions qu'il connaît par cœur, comme vous avez pu le voir. Merci encore, Georges. À très bientôt. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci et merci à tous qui nous avaient écoutés. Restez sur frenchmorning.com pour tout notre programme habituel de webinaire, à peu près une fois par semaine sur ces questions, parfois moins politiques que ça n'était le cas aujourd'hui, parfois beaucoup plus techniques, mais on essaie de balayer autant que possible les affaires, les choses qui vous intéressent, vous, en tant que Français ici aux États-Unis. À très vite sur French Morning. Merci.